Bonjour, bonjour à tous. Enchanté, ravi que vous soyez là, que vous soyez connectés. On va attendre un petit peu, on va attendre 1 ou 2 minutes, histoire que tout le monde se connecte, on va attendre les retardataires. Euh, donc, vous êtes bien au webinaire de WinCop, le premier webinaire de l'année. C'est un webinaire qui est sur la logistique, donc la logistique container, qui s'intitule Le transport containerisé à la voile, innovation énergétique, continuité logistique. On va discuter des enjeux liés aux containers et à la voile et des changements ou pas que ça va opérer sur la chaîne logistique. Peut-être avant qu'on commence, qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, euh, pour vous expliquer un peu le déroulé du webinaire. Donc, on va vous présenter tout ce qu'on a, tout ce qu'on on voulait vous présenter. Et puis après, on fera 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses. Et pour ces 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses, on va vous demander de poser vos questions dans le chat. Alors, pour commencer ce webinaire, je vais vous demander, pour voir aussi si vous arrivez à trouver le chat tranquillement avant justement d'être pressé pour poser vos questions, d'essayer de trouver le chat et de mettre une note entre 0 et 5, 5 étant la meilleure, 0 étant la moins bonne, sur votre connaissance de la chaîne logistique. Voilà, je regarde ça, 5. Ah, bravo. 5. Ah, Gwen, 1. Eh bien, Gwen, à la fin de ce webinaire, tu seras au moins à 4,5. 4, 3, Très bien. 0, 4. Très bien. Ah, Christian, il va nous challenger. Il va nous dire non, c'est pas ça. Super. Bon. Tout le monde arrive donc à trouver le chat. Super. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On a quelqu'un ici de super compétent qui s'appelle Anna, qui est en train de tout enregistrer les questions. Et donc, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et on y répondra à la fin. Voilà. Donc, on va commencer. Bienvenue. Avec moi, donc moi je suis Erwan Gambert, donc je suis en charge du développement commercial de WinCop. Le développement commercial de WinCop, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire en sorte que le bateau soit rempli, faire en sorte que le bateau soit rempli de containers et que quand il y a des opérations de pré- et post-acheminement, de chargement et de déchargement du navire au sol, il y ait tout un tas d'acteurs qui prennent en charge les containers, le navire, sans heurts. Voilà. Et puis, je m'occupe également du développement d'autres lignes. Avec nous aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Jean-Bernard Seillon, qui est donc directeur général adjoint de Worms France, et Victor Despoer, qui est lui directeur technique, cofondateur de Zéphyr et Boré. Zéphyr et Boré qui, rappelons-le, a créé a co-créé la coopérative WinCop. Donc, je vais déjà demander peut-être à Jean-Bernard de te présenter, voilà, de te présenter toi sur qui tu es, et ensuite on passera à Victor. Oui, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est très gentil. Alors, je m'appelle Jean-Bernard Seillon. Effectivement, je suis le directeur des services maritimes de Worms en France. Donc, agent maritime, toute ma carrière en tant qu'agent maritime. Donc, j'ai derrière moi 35 ans de carrière d'agence maritime, agence de ligne, agent consignataire. Donc voilà, bon, aujourd'hui en collaboration avec WinCop sur les développements de la navigation à la voile. Merci Jean-Bernard. Victor, est-ce que tu peux te présenter? Et puis, est-ce que toi qui es cofondateur donc de Zéphyr et Boré et donc de WinCop également, est-ce que tu pourras aussi par la suite nous dire un peu où est-ce qu'on en est du projet de développement de WinCop et voilà. Ouais. Oui, bonjour à tous. Merci Erwan et Anna pour l'invitation. Donc moi c'est Victor, moi je suis marin de formation, j'ai fait la marine marchande.
Après, j'ai fait un peu de suivi de construction sur certains navires. Et aujourd'hui, ouais, je suis directeur technique de Zéphyr et Boré. J'ai notamment participé au suivi de construction du canopé. Et aussi, je participe aux opérations de chargement, déchargement du bateau, le canopé. Donc, c'est plutôt du colis lourd, du colis encombrant et de la manutention un peu particulière. Et donc, voilà, je vais essayer pendant ce webinaire de vous parler un peu de ces opérations sur des navires porte-conteneurs. Et donc, c'est vrai que le déroulé du webinaire, en fait, l'objectif un peu du webinaire, c'est de vous montrer un petit peu la maturité logistique des opérations de chargement, déchargement de conteneurs sur ce genre de bateau, hein. Vous montrer que finalement, tout ça, c'est pensé, c'est réfléchi, que c'est fiable et que c'est mature. Et plus généralement aussi, Erwan et Jean-Bernard, ils vont vous parler un peu de tout le côté lié à la chaîne logistique du conteneur au moment où il part de l'entrepôt de chez le client pour aller au client final ou à l'entrepôt de l'autre côté à Madagascar ou l'inverse. Le déroulé, donc d'abord, on va parler de... Erwan, il va vous parler du conteneur, ce que c'est un conteneur, à quoi ça sert un conteneur et pourquoi on fait ça en format conteneur. Ensuite, Jean-Bernard, il va vous parler du métier d'agent maritime et agent consignataire et pourquoi l'agent il a son importance dans ce genre de transport. Et moi, à la fin, je vous parlerai de tout ce qui est lié aux opérations et à la manutention. Donc, petit focus maintenant sur le projet. Donc, où on en est, donc là, on a 2500 sociétaires maintenant. Donc, c'est 800 de plus qu'en fin d'année dernière, juste avant la levée de fonds qui a été faite. Donc, on est assez content parce qu'on a levé plus d'1,4 million à ce moment-là, sur la fin de l'année 2025. On a aussi depuis le dernier webinaire, hein, parce qu'à chaque fois on fait des petites mises à jour, on a aussi un bateau qui est maintenant en phase de production, de construction. Donc la découpe de tôle, elle a été faite en décembre, le 19, non, le 19 décembre 2025. Et donc depuis la mise en production a commencé. Donc on commence à avoir des découpes de tôle, les tôles, elles commencent enfin, la structure du navire commence à arriver, on construit des blocs, etc. Donc sur le chantier. Il y a aussi eu pas mal d'évolutions sur les plans, les revues de plans aussi de notre côté. Donc ça avance bien. On est assez content des échanges qu'on a avec le chantier. Pour l'instant, il n'y a pas de retard particulier Enfin, il n'y a pas de retard sur la construction. Le bateau a bien commencé comme prévu et le chantier tient son planning. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci particulier. Donc ça, c'était pour faire un petit point. Et donc les grands jalons sur la construction, donc c'est en décembre l'année dernière, c'était la découpe de tôle. En avril, donc dans un mois à peu près, on va faire ce qu'on appelle la pose de la quille. Donc en fait, c'est au moment où on met le premier bloc, on le met sur le slipway, donc c'est sur la cale de lancement du navire. Et c'est ce qui officialise un peu la pose de la quille du bateau. Donc voilà, en fait, c'est le moment où on bloque le slot, donc l'espace de la cale pour ce navire-là. Et la mise à l'eau du navire, elle se fera en décembre l'année prochaine. Donc ça veut dire que toute la construction du navire sur le slipway, donc sur la rampe de lancement, elle se fera entre avril et décembre de cette année. Et donc, une fois que la mise à l'eau est faite, ça ne veut pas dire que le bateau est terminé, mais on a 6 mois à peu près de ce qu'on appelle d'armement du navire. C'est tout ce qui est lié au câblage, aux essais des équipements, mise en place de tous les équipements, tuyauterie, etc., jusqu'à la livraison finale et les essais, les derniers essais du bateau qui se feront fin mai 2027. Voilà un peu. Donc ça, c'est comme prévu, quoi. Bravo. Bah, Et, merci. Ouais, ouais. Tu veux ajouter quelque chose, Victor? non, vas-y, je fais la transition avec toi à ton tour de présenter un petit peu où est-ce qu'on en est aussi, parce qu'en parallèle de la construction du bateau, bah forcément, lui, Erwan, son rôle, c'est de continuer le démarchage commercial, de verrouiller, enfin, d'aller chercher plus de clients aussi pour développer d'autres lignes. Et donc là, vas-y, je te laisse la main, Erwan, pour expliquer ce que tu fais au jour le jour. Bah, merci Victor. Écoute, oui, vous savez, si vous êtes là, c'est que vous savez, vous connaissez un petit peu la WinCop et le fait que c'est une coopérative. On a réussi à financer ce premier navire grâce à l'engagement de sociétaires qui
de clients, de sociétaires qui ont signé des lettres d'intention. Donc aujourd'hui, on a 51 lettres d'intention signées. Alors la lettre d'intention, elle dit simplement que lorsque le navire sera prêt, tous les acteurs que vous voyez sur cette slide s'engagent à charger 10%, 5%, 50%, 100% de leur flux entre la France et Madagascar à bord du navire. Et c'est ce qui nous a permis d'aller voir les banques et de dire, en fait, c'est un projet qui intéresse les chargeurs, c'est un projet qui intéresse les chargeurs engagés, et c'est des gens qui s'engagent sur le papier en disant, nous, on veut y aller. Donc voilà, 51 lettres d'intention, ça représente 1780 containers par an. Et comme vous le voyez, on a un scope assez varié. Donc, on a un gros bloc de gens qui font de l'agroalimentaire. Évidemment, Madagascar, c'est la vanille, c'est le cacao, c'est les crevettes, c'est les épices diverses et variées, c'est les fruits également. On a également des gens qui font du textile. Vous voyez ici d'Emad, Arawak, Terre de Marin, Longchamp. Madagascar est connu pour sa broderie. Ils font des très belles broderies et il y a beaucoup d'ateliers textiles qui travaillent là-bas. On a également des gens qui font des huiles et des concentrés. Givaudan, peut-être le plus, les Bioland, Aspro également, voilà, des gens très emblématiques dans la profession. De la grande et moyenne surface, Leader Price System U, qui eux, ont des problématiques de temps de transit. Et comme nous, on est super efficace sur le temps de transit, parce que, évidemment, Super U et Leader Price, ils ont des DLC. Donc, du coup, ils sont contents de venir à bord chez nous parce que, du coup, le temps de transit est court et il est régulier. Et puis, et là, on va rentrer dans le vif du sujet, il y a les transitaires. Alors, les transitaires, pour ceux qui ont mis 0 à leur connaissance de la chaîne logistique, on y vient. Je vais vous dire ce que c'est. Mais avant de passer aux acteurs de la chaîne logistique, je vais vous parler des containers. En fait, nous, on a choisi le container parce qu'on pense que si on veut industrialiser le vélic dans la chaîne logistique, il faut absolument passer par ce moyen de transport qui, en fait, pour ce qu'on appelle du général cargo, c'est-à-dire tout type de cargaison, sauf, par exemple, du vrac, enfin, du charbon, des minerais, des tonnes et des tonnes de soja. Tout le reste, ça passe en container. Donc, il y a, pour simplifier, là, je vous ai mis 4 photos, alors ça va peut-être porter à confusion, mais pour simplifier, il y a 3 grandes familles de containers. Il y a ce que vous voyez en haut à gauche en bleu, ce qu'on appelle des 20 pieds ou des 40 pieds. Je vais venir sur la taille, mais des 20 pieds ou des 40 pieds dits dry. C'est-à-dire ça représente, je pense, 70-80% de l'ensemble du parc mondial des containers. Alors, ce qui est très intéressant sur les containers, c'est que, en fait, ils font tous la même taille. Il y a des petits et des grands. Des 20 pieds qui font plus ou moins 6 mètres de long, et des grands, des 40 pieds, qui font plus ou moins le double, donc 12 mètres de long. Il y a de manière un peu... Enfin, il y a quelques 10 pieds, 45 pieds, mais c'est très anecdotique. En réalité, voilà, la taille standard, c'est 20 pieds dry, 40 pieds, donc 2 fois plus gros, dry. Après, il y a la famille des reefers. Ça, c'est les containers qu'on voit en haut à droite. Mais ça, il faut imaginer que c'est des gros frigidaires. Évidemment, pour transporter, par exemple, des aliments, peut-être qu'on peut parler des bananes. Par exemple, les bananes, il faut qu'elles soient transportées sous une certaine température, sinon elles mûrisseraient trop vite avant d'arriver en Europe. Et donc, voilà, on va les mettre dans des containers reefers. Donc, ça, c'est la deuxième famille de containers. Mais les reefers, c'est pareil. C'est comme les containers dry. Il y a des 20 pieds, 6 mètres, et des 40 pieds, 12 mètres. 20 pieds, 40 pieds. Première grande famille, les dry. Deuxième grande famille, les reefers. Et ensuite, il y a, là, je vous ai mis un flat rack et un container citerne. Il y a tout un tas de types de containers particuliers qui sont pareils, sur le même modèle, des 20 pieds et des 40 pieds. Ça représente une minorité, mais c'est important quand même de le souligner. Par exemple, sur Madagascar, on a un client qui descend de l'oxygène à Mada.
et qui va utiliser ce container citerne pour le descendre. On a des gens qui ont des marchandises qui sont un tout petit peu plus grandes qu'un container. Donc, du coup, on va utiliser ces flat racks. Vous voyez, il n'y a pas de mur. Donc, potentiellement, on peut avoir des marchandises un peu plus grandes. Alors après, Victor vous expliquera que du coup, il faut les charger peut-être en haut de la pile, mais on ne peut pas les charger en bas. Mais en tout cas, voilà. Donc, 3 grandes familles de containers, des dry, 20 pieds, 40 pieds, des reefers, 20 pieds, 40 pieds, et tout le reste. Sachant que le reste, c'est quand même très petit comparé aux 20 pieds, aux 40 pieds dry et reefer. Ouais. Et puis c'est vrai que souvent les flat racks, comme tu décris là, Mhm. c'est des conteneurs qui sont faits pour transporter des choses encombrantes, lourdes. C'est souvent du project cargo, donc en général, c'est pas des transports réguliers, mais c'est plutôt, par exemple, au spot, quand il y a besoin de temps en temps de ramener un truc, on utilise ce genre de conteneurs, quoi. Ouais, tout à fait. Avec les conteneurs, on va dire sur ligne régulière, classique, régulier, c'est plutôt du dry ou du reefer. Voilà. Alors, une fois qu'on a posé ça, on va faire un peu une photo des acteurs principaux de la logistique. Et ensuite, on les mettra après en mouvement en simulant une expédition. Alors, j'ai classé un peu arbitrairement ces acteurs-là en 5 catégories. Alors, il y a évidemment les importateurs et les exportateurs, donc les gens qui produisent les produits qui sont acheminés de par le monde et qui les achètent. Donc ça, dans le jargon, on appelle ça des chargeurs. Quand on parle de chargeur, en fait, on va parler d'un industriel qui va produire dans un endroit et qui aura besoin d'expédier sa marchandise à un autre endroit. Ensuite, il y a la grande famille des transitaires et des agents maritimes. Alors là, j'ai mis ceux qui n'ont rien, mais qui s'occupent de tout. Alors, de manière un peu provocatrice, je sais qu'il y avait Jean-Bernard derrière. Euh, En fait, les transitaires et les agents maritimes, c'est un peu les chefs d'orchestre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'instruments, ils n'ont pas d'entrepôt. Alors, après, la réalité est plus complexe que ça, mais ils n'ont pas d'entrepôt, ils n'ont pas de camions, ils n'ont pas de tout ça. Mais par contre, c'est eux les chefs d'orchestre. Le transitaire, lui, grosso modo, il va organiser le transport dans les opérations de pré- et post-acheminement. Donc, tout sauf le navire. L'agent maritime, lui, pareil, ben, il n'y a pas de bateau, mais par contre, il va organiser le transport sur toutes les opérations qui sont liées au navire. Donc, à partir du moment où le conteneur va arriver au port et toutes les opérations en lien avec le navire, l'agent maritime va intervenir. Donc, ça, c'est la deuxième grande famille. En fait, l'importateur-exportateur, lui, quand il va décider de faire une expédition, il va demander à son transitaire d'organiser pour lui le transport. Voilà. Ensuite, il y a les autorités. Alors, les autorités, pareil, j'ai marqué ceux qui n'ont rien, mais qui ont le pouvoir. Donc, eux, ils donnent les autorisations. C'est-à-dire que si vous voulez que votre container soit mis sur un bateau et que le bateau quitte le port, il faut que vous ayez une déclaration en douane qui soit validée. L'autorité portuaire, c'est aussi un peu particulier parce que l'autorité portuaire, eux, ils ont cette charge de la sûreté et la sécurité portuaire. Donc, ils ont quand même le rôle un peu de la police sur le port. Et donc, du coup, également, ils vont donner des autorisations. Mais ils vont aussi gérer les histoires de l'amanage. Donc, pour attacher le navire, on va s'adresser aux autorités portuaires. Pour demander un petit bateau pour guider le gros bateau, on va demander aux autorités portuaires, etc. Bon. Il y a ces autorités qui sont là, et dans le commerce international, c'est très important parce que si vous n'avez pas les documents douaniers, si vous n'avez pas, par exemple, un certificat phytosanitaire qui est délivré par le ministère de l'Alimentation, je crois, en France, ou d'autres certificats, en fait, vous ne pouvez pas faire avancer vos marchandises, et aucun transitaire, aucun agent maritime ne prendra le risque de déplacer votre marchandise si vous n'avez pas ces autorisations. Ensuite, vous avez la grande famille des transporteurs. Alors, les transporteurs, c'est tous ceux qui ont des moyens de transport. Wincop, par exemple, en fait partie. Nous, on a des bateaux. Mais il n'y a pas que Wincop. Il y a aussi des gens qui ont des barges sur les fleuves. Il y a également les transporteurs routiers, donc qui vont avoir des camions. Et il y a aussi le train. La SNCF, c'est un transporteur. Voilà. Ça, c'est assez simple à comprendre. Et puis après, il y a les Et des exploitants avions. d'infrastructures. Oui. Et des avions. Et les avions. Mais on m'a dit que avec les objectifs net zéro carbone, on allait arrêter l'aviation pour faire le fret. Alors c'est pour ça que j'ai arrêté d'en parler.
Euh, et ensuite, voilà, dernière grande famille, il y a les exploitants d'infrastructures. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le commerce international transfrontalier, c'est aller d'un point A à un point B. Donc, de ce point A à un point B, il va y avoir des transporteurs qui vont déplacer la marchandise. Mais à chaque fois que à chaque fois que la marchandise doit être mise sur un nouveau moyen de transport, ou doit attendre, ou doit être, je ne vais pas utiliser le mot technique, juste splitter ou repackagé, etc. En fait, c'est obligé, cette marchandise doit s'arrêter sur un nœud logistique. Alors, ces nœuds logistiques, il y a plusieurs typologies de nœuds logistiques, mais il y a des entrepôts, il y a des dépôts. Là, on va beaucoup parler des manutentionnaires, parce que les manutentionnaires, c'est eux qui gèrent les quais et les opérations de chargement et de déchargement des navires. Donc, les quais sur les ports, c'est géré par les manutentionnaires. On appelle ça les terminaux. Donc, les terminaux, les dépôts, évidemment, quand on parle de container, le container vide, il est sur un dépôt de container. Et dans les entrepôts, alors il y a plein de types d'entrepôts, mais souvent les entrepôts, c'est fait pour soit massifier la marchandise dans un container, soit la diviser pour l'envoyer dans différentes destinations. Voilà, ça c'est la faute. Et Et maintenant, Erwan, il y a un commentaire de Jacqueline qui dit quelle paperasse, enfin la paperasse. Parce que c'est vrai que quand tu présentes ça, on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui doit discuter ensemble, comment est-ce que ça se passe. Et au final, enfin, tu dis si je me trompe, mais il n'y a pas tant de paperasse que ça. Aujourd'hui, le transport de conteneurs, enfin, et même le transport maritime en général, il est tellement optimisé, enfin, et là, tu vas en parler là, que tout ça, non, c'est non, non, mais digitalisé. du coup, non, vas-y. Ah, que tout ça, c'est Je prends la parole. digitalisé et tu peux suivre ton conteneur vraiment en permanence, tu peux savoir où il est et tu as des outils qui permettent de le faire. Et tout le monde a accès, en fait, dans ces outils, dont les agents, les transitaires, les clients, etc. Voilà, je te laisse présenter ça, mais c'était pour faire une petite aparté sur le commentaire de Jacqueline. Mais ouais, mais c'est très bien. Effectivement, en France, on est tous interfacés à des systèmes d'information qui permettent de fluidifier, d'accélérer et de faire en sorte qu'il y ait moins de paperasse. À Madagascar, c'est moins le cas. On est quand même encore au papier. Et il y a quand même un gars qui va avec sa petite mobilette d'un agent à un autre avec du cash pour payer les différentes autorisations pour pouvoir faire entrer ou sortir. Bon, alors, moi, j'ai encore 3 minutes pour vous expliquer, pour vous faire un peu une simulation, c'est une mise en mouvement d'un chemin, d'un container. Donc, on va commencer en haut à gauche. Euh, Dans le jargon, on va appeler ça les opérations de préacheminement, c'est-à-dire un industriel qui a un client, un industriel français qui a un client malgache. En France, on va appeler ça les opérations de préacheminement. Ensuite, ça va aller sur l'eau, sur le navire de Wincop, et puis une fois que ça va arriver à Madagascar, ça va être déchargé, et ça, on appelle ça les opérations de post-acheminement. Okay. Donc, il y a un industriel français qui a trouvé un client à Madagascar. Ce client à Madagascar, ils font un deal, très bien. Donc là, le deal, c'est que le client français, le chargeur, l'exportateur français produise la marchandise et l'achemine jusqu'aux entrepôts du client à Madagascar. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? L'exportateur, il va prendre son téléphone, il va appeler son transitaire, il va dire, voilà, moi je produis des machines là, que je dois envoyer à Madagascar, je pense que ça va prendre à peu près 2,40 pieds, ça va me prendre à produire à peu près 6 semaines. Est-ce que tu voudrais pas regarder s'il n'y a pas un navire qui part enfin, moi, j'aimerais bien un navire qui pollue pas trop, qui a des voiles, type Wincop, et regarde s'il y a peut-être une escale qui s'organise dans à peu près 6 semaines. Donc là, le transitaire va faire OK, très bien. Donc là, il va aller voir l'agent maritime de Wincop. Et il va aller voir donc en théorie Jean Bernard et il va lui dire bon bah voilà, j'ai un client qui a 40 pieds, est-ce que tu as de la place à bord, est-ce que quand est-ce que ton navire arrive, est-ce qu'on peut charger. Donc là, l'agent maritime, il va faire le boulot, il va regarder s'il y a encore de la place à bord. Au besoin, il va passer un coup de fil à l'armateur pour lui demander si effectivement il y a de la place. Et puis, il va lui dire, bah, écoute, c'est bon, c'est parfait, ça tombe bien. Dans 6 semaines, le bateau arrive à Marseille. Ton client, il peut charger dans 4 semaines. Et puis, on va faire les opérations, tout va bien se passer. Donc là, le transitaire va dire à l'exportateur, bah, c'est bon, on peut y aller. T'es booké sur Wincop dans 6 semaines. Très bien.
Donc, là, l'exportateur, lui, va fabriquer ses équipements. Et puis, 2 semaines avant, il a passé un coup de fil à son transitaire en disant, écoute, je suis prêt. Quand tu es prêt, tu me dis, tu me ramènes un container. Donc là, le transitaire, lui, il va appeler un transporteur routier. Il va lui dire, écoute, il faut que tu ailles chercher un container vide dans tel dépôt et que tu l'amènes chez l'industriel pour charger 2 containers 40 pieds. Donc le transporteur, lui, va aller au dépôt, va prendre les 40 pieds, les containers 40 pieds, et va aller chez l'industriel pour charger ces 40 pieds. Une fois que c'est chargé, on va mettre un petit plomb, ça s'appelle, c'est pour fermer un peu officiellement le container. Et là, il y a le transitaire qui va faire les formalités douanières et qui va également demander au camion d'aller peser le container. Voilà. Et là-dessus, le camion va arriver, en général, c'est entre 5 et 7 jours avant l'arrivée du navire, enfin le départ du navire de Marseille. Il va arriver au port pour déposer les containers. Donc là, il dépose les containers. Le manutentionnaire, donc il le dépose sur le quai chez le manutentionnaire. Le manutentionnaire, lui, il va beaucoup discuter avec l'agent maritime sur qu'est-ce qui doit être chargé, qu'est-ce qui doit être déchargé, comment est-ce que ça doit être chargé, quand ça doit être chargé. Donc là, je vous passe les détails, mais il y a beaucoup de choses du coup qui sont dématérialisées, techniques. Et comme il y a beaucoup de volume, évidemment, c'est des opérations qui sont automatisées. Mais il y a toujours des problèmes dans la logistique. Donc, même si c'est automatisé, il faut vraiment qu'il y ait des bonnes personnes derrière pour dénouer les petits problèmes à droite à gauche. Donc là, le bateau va arriver, il va décharger la marchandise qu'il doit décharger, et puis il va charger ces containers-là. Enfin, il va charger. Le manutentionnaire, avec les grues, va charger les containers à bord du navire No Wind Cup. Une fois que tous les containers sont chargés, le bateau va partir. Et là je laisserai Jean-Bernard parler de tout ça, mais il y a un document qui est essentiel. L'agent maritime va produire ce qu'on appelle le manifeste du navire, où en fait, c'est un document qui recense toutes les marchandises qui y a à bord du navire. Et il va l'envoyer un peu à tout le monde, aux douanes, à l'armateur. Enfin, le bateau de Wind Cup entame sa traversée. Il passe le canal de Suez. Il passe la Somalie. Il arrive dans l'océan Indien, il fait beau, et là, il voit Madagascar. Et là, donc, il va déposer le manifeste chez tous les acteurs du port à Madagascar, à Tamatave, ça va être le premier port touché. Donc, il va l'envoyer à la douane, il va l'envoyer chez le manutentionnaire, il va l'envoyer aux autorités portuaires. Une fois que tout le monde sait ce qui doit être déchargé, les containers vont être déchargés sur le quai du manutentionnaire à l'arrivée. Là, il y a un autre transitaire, souvent, ça peut être le même, ça peut être aussi également un autre transitaire qui va, lui, faire toutes les formalités douanières, qui va également faire l'échange du connaissement, donc qui va aller voir l'agent maritime pour réclamer sa marchandise. Et donc voilà, une fois que ce transitaire a toutes les autorisations, il va sortir le container du port. Alors, à Madagascar, ça va se faire par camion, parce qu'il n'y a que du camion. Mais en France, ça peut se faire par de la barge. À Fos, il y a de la barge qui remonte jusqu'à Lyon. Ça peut se faire également par le train. Il y a plusieurs moyens de transport. Et puis donc voilà, donc une fois que c'est sorti, c'est livré chez le client et le client va réceptionner le conteneur. Voilà, donc je suis arrivé au bout. C'est toujours un exercice un peu périlleux de décrire la chaîne logistique. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on vous répondra après. Mais je m'empresse maintenant, du coup, de passer la parole à Jean-Bernard, donc, qui va nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est que le rôle d'agent maritime et quelles sont les contraintes opérationnelles pour lui. Donc, rebonjour Jean-Bernard. Bonjour. Tu es donc directeur général adjoint, comme on l'a dit, de Worms France. Oui. Peut-être on peut commencer, pour ceux qui ne connaissent pas bien Worms, peut-être que tu peux nous expliquer en 2-3 minutes qui est Worms et qu'est-ce que vous faites, quoi.
Alors, Worms, merci d'abord Erwan et bravo pour toutes ces explications. Je ne vais plus avoir grand-chose à rajouter, je compléterai juste, mais très bien, très bonnes explications. Alors, Worms est un agent maritime, donc en France, un des plus anciens agents maritimes. Aujourd'hui, nous couvrons l'ensemble du territoire français avec une trentaine d'agences. Alors, nous sommes dans les principaux ports. On est positionné Dunkerque, Le Havre, La Rochelle, Saint-Nazaire, Bordeaux, Sète, Fos, Marseille. On a à peu près 150 personnes en France. On gère plus de 3000 escales d'armateurs diverses sur l'ensemble des ports français. En tant qu'agent maritime, on est agent maritime, on est agent consignataire de navires, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. On est agent portuaire, commissionnaire en douane pour les déclarations navires, et effectivement, on a un rôle de transitaire sur tout ce qui est procédure douanière. On représente tout type de navires dans les ports. Ça peut être des navires de croisière, ça peut être des ferries, ça peut être des navires aux trempes, des pétroliers, des gaziers. En fait, tout type de navire qui a besoin d'un agent pour entrer dans un port ou pour accomplir les formalités ou pour venir en assistance, on est en capacité de les prendre en charge. Worms aujourd'hui s'est développé. On a des bureaux en propre sur le pourtour méditerranéen, notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie. On est présent en Égypte et on s'occupe du passage du canal. Et on a ouvert depuis un an maintenant un bureau en Angleterre. Voilà. Pour servir au mieux en fait nos clients, on s'est un petit peu diversifié sur le courtage. Donc tout ce qui est déclaration de navire, tout ce qui est assistance à différents niveaux sur des relèves d'équipage. Quoi vous dire d'autre? En fait, on est un petit peu le représentant légal de l'armateur. On intervient sur tous les demandes de services, y compris la recherche de fret, pour le compte de nos clients. Voilà, essayer de résumer rapidement le rôle, ce qu'est Worms aujourd'hui. Super, merci. Euh, est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, de manière vraiment très pragmatique, quel est le rôle d'un agent maritime et avec qui au quotidien tu vas être en relation? Alors, comme je disais tout à l'heure, l'agent maritime, c'est le représentant légal de l'armateur dans un pays. Donc là, on va parler de la France. Donc, on peut intervenir en tant qu'agent consignataire de navire, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper du fret, on va s'occuper simplement d'une escale. Là, on va répondre à toutes les demandes. On va déclarer le navire dans le port, on va faire de la relève d'équipage. Si le bord a besoin d'un médecin, d'une assistance particulière pour des réparations machines ou autres, l'armateur, qui est souvent à l'étranger, va faire appel à nous. Et c'est à nous d'intervenir dans des délais très brefs. Donc c'est ce qu'on appelle agent consignataire, agent COC ou protecting agent en anglais, où on vient de défendre vraiment les intérêts de l'armateur. Même en cas de litige, il peut y avoir un incident dans un port, un incendie à bord ou peu importe. On va prendre, on va prendre en charge le navire. On est également agent maritime, donc la différence avec l'agent consignataire, c'est que dans ce cas-là, on va également faire de la recherche de fret. C'est-à-dire, on va chercher pour le compte de l'armateur des marchandises à mettre à bord, que ce soit à l'import ou à l'export. On va contacter tous les portefeuilles clients, donc ce que tu disais tout à l'heure, les exportateurs, les importateurs, les transitaires, et on va essayer enfin notre travail, on n'essaye pas d'ailleurs, on le fait, on va chercher des marchandises à charger à bord des navires lors des escales. Donc ça, on est agent maritime. Après, on est un petit peu le chef d'orchestre, on va coordonner toutes les escales. Donc on est en relation avec le port, on est en relation avec donc la capitainerie, on est en relation avec le pilotage, le lamanage, le remorquage, avec les entreprises de manutention, avec les transitaires pour s'assurer que les marchandises sont bonnes de douane, parce qu'on a quand même cette responsabilité avant d'embarquer. On va être en relation avec les importateurs, hein, avant de relâcher les marchandises. J'ai vu une question tout à l'heure que quelqu'un posait sur le transfert de responsabilité. Voilà, on est le garant en fait de la relâche des marchandises. On s'assure que le fret a bien été payé à l'armateur. On s'assure que les marchandises sont bien dédouanées avant de les sortir ou avant de les embarquer. Euh, on gère également pour le compte de l'armateur tout ce qui est parc de conteneurs. Erwan, tu parlais tout à l'heure des conteneurs. Ben, ces conteneurs, ça coûte quand même très cher. Il y a une flotte assez importante. Il y a des conteneurs vides sur dépôt. Il y a des conteneurs qui sont endommagés. Donc, on va aller rechercher les responsabilités. On va s'occuper des réparations. On va faire en sorte que si un client a besoin d'un conteneur, ben, s'assurer que le conteneur est disponible, est en bon état, est propre. Quel type de conteneur? On va avoir un rôle de conseil également avec les clients. Tout à l'heure, Victor parlait des conteneurs flat avec ce qu'on appelle de l'out of gauge, c'est-à-dire des hors dimensions. Donc pareil, on va essayer de
voir avec le client quel type de conteneur est le plus approprié pour le transport de ces marchandises. Et comme je le disais, hein, on est représentant de l'armateur, on est là pour défendre les intérêts de l'armateur. Donc, on va faire en sorte que ce soit dans l'intérêt de l'armateur et de coordonner entre le client importateur-exportateur et l'armateur, que toutes ces opérations d'acheminement, pré-post-acheminement se déroulent au mieux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Super. Non, non, bravo, ouais, super. Bon, alors faisons un petit exercice de prospective. On est en 2027, ça y est, le bateau est sorti du chantier. On remercie Zéphyr et Boré, on remercie le chantier RMK en Turquie. On a fait les essais en mer, on fait la fête à Marseille pour le baptême. Là, il y a la première rotation, donc le bateau va à Madagascar, il revient à Marseille. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que vont faire tes équipes quand, juste avant que le bateau Miaraka arrive à Marseille, qu'est-ce que vont faire tes équipes pendant et puis après l'escale, voilà en quelques mots, vraiment ce focus agent maritime. Alors, déjà, le bateau, il est parti de Madagascar. Donc, on va partir avant, hein. On est sur une ligne régulière. Le bateau va venir, allez, tous les 30 jours, on sait qu'on a une escale. Donc, le bateau part de Madagascar. La première chose, on va recevoir de Madagascar, ce que tu disais tout à l'heure, le manifeste. C'est-à-dire qu'on sait dès son départ tout ce qu'il va y avoir à bord du bateau et qui va être débarqué à Marseille. Alors, le manifeste, sur le manifeste, c'est un document qui récapitule tout ce qu'il y a sur le navire. Donc, on connaît l'exportateur, on connaît l'importateur, on a le numéro du conteneur, ce qu'il contient, son poids, on sait donc à qui il est destiné. Donc, cette information, on le reçoit dès le départ de Madagascar. Donc, à partir de là, j'ai des équipes import qui vont commencer à préparer l'escale. On va déclarer déjà dans les systèmes d'informatique portuaire la date d'arrivée du bateau, on va prévenir le manutentionnaire, on sait combien de conteneurs qui vont devoir débarquer et on va déclarer à la douane, aux autorités, tous les types de marchandises qui vont débarquer le jour J. En parallèle, j'ai une équipe export qui va commencer à prospecter le marché pour savoir pour trouver du fret à recharger lors de l'escale. Hein, ça ne se fait pas à la dernière minute, ça se prépare longtemps à l'avance. Donc on sait que le bateau va arriver le 1er mai, ou le 2 mai à Marseille. Donc on doit travailler en avance, en amont, si vous voulez, sur contacter tous les clients exportateurs, donc tous les gens avec qui ont signé un contrat avec Wincop, on va les solliciter en les avisant de l'arrivée du bateau. Qu'est-ce qu'ils ont à l'export afin d'estimer le nombre de conteneurs, le nombre de bookings, de réservations qu'on va avoir et par type, 20 pieds, 40 pieds, ainsi de suite. Donc je reviens sur la préparation import. On a déclaré, on dépose les manifestes au niveau du courtage, on dépose les manifestes en douane, on avise et plus on s'approche du jour J, plus on va fixer, si vous voulez, avec le pilotage, l'amanage, remorquage et le manutentionnaire, les opérations navires. Donc le jour J, on sait exactement ce qu'on a à débarquer. Donc on a un certain nombre d'équipes de dockers qui vont opérer le navire. On planifie les opérations avec eux. On commande le pilotage, l'amanage, remorquage pour s'assurer de l'arrivée du bateau. Et on commande définitivement les équipes. Donc on a à ce moment-là une vacation import. On va débarquer et on a tous nos conteneurs qui sont prêts à l'exportation. Donc ça, c'est en amont. Pendant les opérations, donc le jour J, on a tout le monde à bord, on monte à bord, on est les premiers à monter à bord du bateau, on a l'aval du port, on a l'aval du manutentionnaire, on a les équipes qui sont prêtes à démarrer, donc j'ai des équipes portuaires, des équipes techniques qui sont sur le port et qui contrôlent le bon déroulé des opérations au débarquement, à l'embarquement. On va veiller qu'il n'y ait pas de litige, de choc sur les conteneurs, de marchandises endommagées, et on va s'assurer que tout ce qui est prévu au débarquement débarque correctement, et tout ce qui est prévu à l'embarquement va pouvoir être chargé. D'accord? Donc avant l'embarquement, on sait que les marchandises, bien sûr, sont bonnes de douane. Donc on va surveiller ça pendant toute la durée des opérations. Une fois que les opérations sont terminées, idem, on fait un pointage avec le manutentionnaire. On s'assure qu'il n'y a rien été laissé à terre, que tout a bien débarqué. On fait un rapport d'escale. On commande le pilote, le lamanage, le remorquage afin de faire sortir le bateau. Une fois que le bateau est parti,
alors, on s'occupe alors à l'exportation, donc, tout ce qui a été chargé, on va s'occuper d'établir le manifeste. Donc, dans ce cas-là, c'est un récap de tout ce qui a été mis à bord. Donc, toujours pareil, exportateur, importateur, numéro de conteneur, détail de la marchandise. Ce manifeste est donné aux autorités, preuve de sortie du territoire des marchandises, et est envoyé à l'agent Madagascar pour que lui puisse préparer son escale. On délivre au client un connaissement maritime, qui est un titre de propriété de la marchandise, et également une preuve du contrat de transport. Donc sur ce connaissement maritime, il est repris les mêmes informations que sur le manifeste. Il est signé par l'agent pour le compte de l'armateur, et c'est une preuve qui est donnée au client que sa marchandise est bien à bord. Et surtout, le client va se servir de ce document pour une transaction commerciale avec son acheteur. Donc ça, c'est sur la partie export. Sur la partie import, on a réceptionné toutes les marchandises qui se trouvent pleines à l'import sur le terminal. À partir de là, on avise les importateurs que leurs conteneurs ont bien débarqué. On coordonne avec eux le dédouanement des marchandises. On récupère les connaissements maritimes. Je vous rappelle, c'est un titre de propriété de la marchandise. Donc, s'ils ont le connaissement en main endossé, on va pouvoir leur délivrer la marchandise. Et à partir de là, si les marchandises sont bonnes de douane, on donne le feu vert pour les sortir du terminal et que les importateurs puissent les récupérer. Après coup, une fois que toutes ces opérations, tout a été sorti, on établit avec notre mandant, avec l'armateur, on établit un rapport d'escale complet. Et sur ce rapport d'escale, c'est ce qu'on appelle un statement of account. On fait si vous voulez, on fait un récap de tout ce qui s'est passé, avec les horaires d'arrivée, démarrage des opérations, fin des opérations, départ du navire. Et on reprend dessus, en fait, tout le manifeste, ce qu'on a dépensé pour le compte de l'armateur et ce qu'on a encaissé pour son compte. En gros, on a dépensé le pilotage, l'amanage, remorquage, droit de port, droit navire, c'est tous les frais que l'on a avancés pour compte de l'armateur. Et tous les frais maritimes, le transport maritime qui a été réglé par le client, une fois que le contrat a été effectué, a été accompli, on recrédite l'armateur de tous les frais qui lui sont dus. Pouf. Voilà un petit peu le travail lors d'une escale. Et tu fais combien de bateaux par jour? Ah, par jour, on traite plus de 3000 bateaux par an. Bon, bon. Voilà. Alors après, j'ai tout type de bateaux. On a des ferries, on a ce qu'on appelle des ropax. On mixe du passager et du roulant. On a des purs car carriers, donc on fait que de la voiture. On a des porte-conteneurs. On a tout type de bateaux. On a des vraquiers, on a des navires type conventionnels qui partent sur l'Afrique aussi avec des colis lourds, du matériel pétrolier, ce genre de choses. Donc on traite vraiment tout type de bateaux. On est même agent de croisière. Donc on fait des bateaux de croisière. Alors là, bon, on ne traite pas les passagers, je ne fais pas de billetterie, mais on traite voilà, toutes les escales navires dans le port et on coordonne avec les autorités que les passagers puissent arriver à temps, puissent embarquer. Si le bateau a besoin d'assistance d'eau douce en général, les ship handlers pour l'avitaillement en nourriture à bord. Il faut que je te coupe parce que sinon le webinaire il va durer trop longtemps. Jean-Bernard, il peut parler de ça. Jean-Bernard, toi, tu peux parler de ça pendant 2 heures si... Avant de passer la parole à Victor, est-ce que tu peux nous dire, toi, voile ou pas voile, est-ce que ça fait une différence, toi, en tant que porte-container pour Non. toi? Non, aucune différence. Non, on est compétitif en termes de transit time. On a des conteneurs, on sait embarquer, débarquer. Non, il n'y a pas de problème. Le seul, voilà, on sera un peu plus sensible lors des manipulations avec les grues, les portiques dans les ports. Faire attention, voilà, que les conteneurs ne cognent pas les mâts ou ce genre de choses. Il faudra qu'on sensibilise un petit peu tout le monde. Mais non, autrement, il n'y a aucune différence. C'est une transition toute trouvée. On va passer donc du coup maintenant la parole à Victor. Donc Victor, cofondateur de Zéphyr et Boré, fondateur également de WinCop, sur les questions de chargement et de déchargement du navire. Là, on va vraiment parler technique. Peut-être que tu pourrais commencer à nous parler des voiles, peut-être pas dans une perspective vélique, mais dans une perspective d'opération, justement, au port, avec les grues, les changements de chargement. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a plein de questions super intéressantes et je pense, bon, le chargement, c'est rigolo, mais les questions liées au fret, là, c'est chouette. En fait, là, on voit la vue du milieu, c'est la vue du dessus du bateau. Donc, on voit les conteneurs là, qui sont dans ce qu'on appelle des baies, rangés dans des baies. Et en fait, les voiles, ça, le bateau tel que dessiné, c'est quand il est à quai. Donc, le quai privilégié sur ce bateau, ce sera bâbord à quai.
C'est du côté où il y a la grue, là, qui est sur le côté. Et en fait, on met les voiles à 90. Et du coup, dans cette position-là, en fait, les voiles, elles gênent pas du tout. Elles sont pas du tout en travers. Il n'y a plus besoin de remanipuler les voiles pour accéder à un conteneur ou à un autre. Donc, il y a deux possibilités de manutention. Soit on utilise la grue du bateau, du navire, qui peut accéder à n'importe quel espace de cargaison du navire tout seul, c'est-à-dire que le bateau il est 100% autonome. Ou alors, on peut utiliser des grues portuaires ou des portiques. En l'occurrence, là, les images qui sont sur la droite, c'est des portiques. Et donc, un des gros intérêts des ailes, donc pour répondre à ta question, c'est qu'elles se plient en deux et du coup, on divise par deux le tirant d'air sans gêner non plus l'espace de chargement. Et ce qui permet en fait que les portiques, ils peuvent passer, en fait, les portiques sont roulants, ils peuvent passer d'une baie à une autre sans devoir lever le bec. Parce que lever un bec d'un portique, ça peut être assez long. Et donc là, l'idée, c'est qu'on peut accéder au bateau comme un porte-conteneur classique, d'une baie à une autre sans lever le bec. Et là, on gagne en vitesse sur les opérations de chargement. Donc ça, c'est un des gros intérêts de ces ailes pour la partie manutention. Alors que si on avait des mâts qui étaient droits, ben, on a deux fois plus de tirants d'air. Et donc là, potentiellement, il y a une collision entre le bec du portique et les mâts. Et donc après, il y avait une autre slide. Je ne sais pas si tu peux passer. C'est notamment sur les opérations de chargement. Il faut savoir que quand on est sur, je sais pas si tu peux démarrer la vidéo, mais donc les bateaux, ça bouge, ça prend de la gîte. Si on charge d'un côté, donc on va prendre de la gîte d'un côté. Et ce qu'on appelle sur le bateau Wincop, un peu comme sur tous les navires d'ailleurs, un système anti-healing, c'est anti-gîte. C'est-à-dire qu'il y a une pompe avec deux vannes et deux ballasts, en fait, c'est deux réserves d'eau qui viennent en fait compenser l'ajout du poids d'un côté ou de l'autre du navire pour garder toujours le navire droit. Donc, c'est-à-dire qu'il soit vraiment à l'horizontale. Parce que sur le navire Wincop, comme sur la plupart des porte-conteneurs d'ailleurs, en fait, il y a des glissières et en fait, on vient glisser les conteneurs dans des glissières. Et si le navire il était de côté, ben, en fait, pour lever le conteneur, il viendrait se bloquer dans les glissières. Donc, c'est pour ça qu'on a des systèmes comme ça qui permettent de conserver le navire droit. Une des spécificités de Wincop, c'est que ce système de conservation du navire droit, on appelle ça un système anti-healing, qui déplace de l'eau d'un côté ou de l'autre. Il est assez surdimensionné et il agit très vite. Parce qu'en fait, comme c'est un petit bateau, on a tendance à prendre de l'agite très vite d'un côté ou de l'autre par rapport à un très gros navire. Et donc, au moment où on enlève 30 tonnes d'un côté, bah, tout de suite, boum, le bateau il prend 2-3 degrés de gîte. Et donc, on vient compenser très vite ce phénomène-là pour éviter, pour garder toujours le navire droit. Donc, ça, c'est valable à la fois quand on charge avec une grue portuaire ou avec la grue du bord. Et après, pour le saisissage, en fait, il est fait de façon classique. Les conteneurs, ils ont sur leur coin de chaque côté ce qu'on appelle des coins ISO. Donc, on les voit sur la photo du milieu. Et dedans, en fait, on vient mettre des twist locks. Donc, c'est un terme en anglais, mais c'est un système de verrouillage. Et ça vient verrouiller les conteneurs entre eux. C'est-à-dire que les conteneurs, en fait, ils s'emboîtent. Erwan, tout à l'heure, il disait qu'ils faisaient toute la même taille. Et ça permet, en fait, de les emboîter l'un dans l'autre et de les verrouiller entre eux. Et donc, en fait, à la fin, ils font bloc. Et on peut aussi rajouter des barres de saisissage par derrière pour vraiment que le navire, même si en fait il prend 20 degrés de gîte sur une vague ou quoi, les conteneurs en fait ils sont faits, et ça c'est réglementaire, le saisissage il répond à des normes comme il y a sur tous les navires, et il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus d'accélération, au contraire, en fait, il y a moins d'accélération. Ce qui fait le saisissage, c'est les accélérations du bateau. Et sur un bateau avec des voiles, comme il est un peu appuyé grâce au vent, il y a quasiment moins d'accélération que sur un porte-conteneur classique. Notamment sur les très gros porte-conteneurs, les accélérations sur les boîtes, elles sont énormes. Donc voilà un petit peu pour la partie saisissage. J'ai fait vite parce qu'il y a des questions super intéressantes. Ah ouais, et sur les ports, pardon. Mais du coup, nous, on va toucher 4 ports. Il y a donc Med d'Europe à Marseille. Donc là, ce sera plutôt un charge. Donc c'est un gros terminal conteneur à Marseille. Donc là, c'est vraiment des portiques comme on vous a montré tout à l'heure pour le déchargement. Ensuite, on a Tamatave. Tamatave, c'est pareil, c'est le plus gros port de Madagascar. Donc là, c'est un gros terminal de conteneurs aussi. Donc, c'est plutôt des grues portuaires et des sortes de portiques. Ensuite, on va aller à Diego. Là, il n'y a pas de quai. Il y a un quai, mais il n'y a pas de grue. Et c'est à Majinga où il n'y a même pas de quai. En fait, on décharge dans des barges. Donc, on voit les barges. Et là, on utilise la grue portuaire. Donc, on est dans une zone portuaire pour décharger. On est dans des zones super calmes, mais on décharge avec notre grue directement dans les barges. Donc, en fait, il y a 2 ports où c'est les grues de terre et 2 ports où c'est la grue du navire qui va décharger
qui va décharger le navire. Donc les vitesses, les cadences, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y avait une question là-dessus. Les cadences, en fait, avec des grues portuaires, on peut monter sur un bateau classique jusqu'à 25 mouvements par heure. Nous, on sera peut-être un peu inférieur, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Et après, avec notre grue, on estime un peu moins parce qu'en fait, il faudra quand même compenser les mouvements de gîte du navire. Et donc, on sera plutôt autour de 10-12 mouvements à l'heure. Donc, on sera 2 fois moins lent, 2 fois plus lent. Mais par contre, étant donné qu'on a moins de conteneurs à décharger dans ces ports secondaires, au final, les escales, elles sont pas beaucoup plus longues. Voilà. Super, merci, bravo d'avoir tenu ce rythme et c'était super clair. Voilà, merci beaucoup, Victor. Peut-être que toi, tu as une bonne vision là des questions. Est-ce que tu veux les balayer Ouais, il y avait une euh, question peut-être qui était peut-être intéressante peut-être sur la. juste avant de, Ouais, ouais, allez, juste vas-y, avant de vas-y. passer aux questions, Victor, je voulais juste vous rappeler deux choses. Enfin, trois choses. Premièrement, vous savez qu'on est une coopérative et donc du coup que vous pouvez devenir sociétaire, vous pouvez devenir co-armateur du navire. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour prendre une part sociale de la société. On n'est pas co-armateur quand même tous les jours, donc n'hésitez pas à y aller si ce n'est pas déjà fait. Et puis deuxième chose que je vais vous dire, c'est que si vous souhaitez charger à bord du navire de Wincop, envoyez-moi un mail. Voilà, prenez contact avec moi et on discutera des conditions, etc. Plus précisément. Et enfin, dernièrement, on va essayer de répondre à le plus de questions possible, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, pour celles où on n'arrivera pas à répondre, on vous répondra par écrit. Voilà. Victor, je te laisse Il y avait, il y point de avait vue. un point, il y a quelqu'un qui demandait au niveau de la sûreté du conteneur, comment c'est géré. Et donc toi, tout à l'heure, tu disais, il y a un petit plomb qu'on met. Et en fait, ce plomb, c'est quand même un scellé qui a un numéro. Et en fait, ce scellé, il suit du début à la fin sur la paperasse, en tout cas sur la partie digitale ou la paperasse, le conteneur du début à la fin. Et si à un moment donné, ce scellé, il est ouvert, donc là, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Et donc ça, ça fait aussi partie des rôles de l'agent via le manutentionnaire, hein, Jean-Bernard, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, mais c'est lui qui vérifie si la marchandise, en fait, elle n'est pas endommagée et elle n'a pas été volée, enfin, ou en tout Tout cas à si le fait. scellé n'a pas sauté, quoi. Tout à fait. En fait, quand l'exportateur va remplir le conteneur, il va apposer un plomb et ce plomb suit le conteneur jusqu'à la livraison chez le destinataire. Il est repris sur tous les documents de transport, y compris le connaissement. Je disais, c'est quand même le titre de propriété, la preuve du contrat de transport. Et tout au long, réception sur le terminal, embarquement, débarquement, sortie du terminal, le numéro de plomb est vérifié systématiquement. Après, il y avait une question sur, je pense que je vais peut-être en mettre deux en même temps. Il y avait, avez-vous des transitaires dédiés? Et en même temps, il y a une question sur, est-ce que quand je suis particulier, à qui je m'adresse quelque part pour transporter un truc et est-ce que je peux choisir avec quel bateau, est-ce que par exemple, je peux choisir Wincop ou pas, quoi? Peut-être Erwan, je te laisse répondre à cette question. Ah oui, bah, non, mais c'est recommandé de choisir Wincop. Mais En par, fait, mais par quel biais tu le fais, en fait? ouais, ouais, ouais. Je pense que 80-90% des chargeurs, donc des importateurs et exportateurs, passent soit par un transitaire, soit par un agent maritime pour booker, ce qu'on appelle booker du fret. Donc pour réserver une place sur un navire. Donc en fait, si vous souhaitez monter à bord enfin, utiliser le service de Wincop en tant que transport principal maritime, c'est très simple en fait. Vous ne changez rien, vous appelez juste votre transitaire, le transitaire de d'habitude, et vous lui dites, écoute, bah, moi j'ai un 20 pieds, j'ai un 40 pieds, j'ai un flat track, peu importe voilà, le type de container. Je veux qu'il soit chargé sur le navire de Wincop. Débrouille-toi pour que ce soit celui de Wincop et pas un autre armateur, quoi. Ouais, merci. Après, il y a une autre question qui est intéressante, c'est le capitaine, est-ce qu'il a son mot à dire? Et ben c'est en fait au moment où lié au problème de stabilité, en fait, il y a déjà un premier plan de chargement qui est fait par une équipe à terre via le système de booking. Donc cette équipe, elle prémâche le boulot au marin, mais par contre, en effet, le marin à la fin, il vérifie quand même si les informations qui lui étaient transmises sont justes. Mais en gros, sur un porte-conteneur comme Windcop, ça va parce qu'il n'y a que 220 TEU.
enfin 210, mais sur un 23 000 boîtes, c'est impossible pour le capitaine de vérifier tous les conteneurs où ils vont, etc. Donc lui, il suit en fait un plan qui lui a été donné et il vérifie si dans tous les cas de configuration, le bateau il est stable et surtout les efforts aussi entre par exemple si on vide entièrement une caisse, enfin une cale, est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de poids d'un côté, beaucoup de poids de l'autre et rien au milieu et le capitaine lui s'assure de ça. Donc en fait, le capitaine, il a son mot à dire. Ensuite, je vais changer de question. Il y a une question sur la future ligne intégrera-t-elle une offre de groupage LCL et avec quel transitaire envisagez-vous de travailler pour cela? Bon, tu as répondu un peu tout à l'heure, Erwan. Je ne sais pas si tu peux reconfirmer. Pardon, vas-y, Ou recommence. C'était quoi la question? la future ligne intégrera-t-elle une offre de groupage LCL et avec quel transitaire envisagez-vous de travailler pour cela? Alors ouais, on fait du LCL. Alors du LCL pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, l'idée c'est que un container, ça fait quand même 2,50 m sur 6 mètres sur 3 mètres de haut. Donc il faut avoir assez de marchandises pour remplir un container. Sinon, il y a de la place vide. Et alors du coup, qu'est-ce que font les chargeurs, hein, les clients? C'est que ils partagent la place dans le container. C'est ce qu'on appelle du LCL, du Less Container Load. Et donc, du coup, nous, WinCop, on ouvre évidemment la place pour ce genre de pratique. Ça s'appelle la consolidation. Pour consolider un container, encore une fois, il faut s'adresser à son transitaire. C'est lui qui va en fait organiser ça. Donc, il va amener toutes les marchandises des différents chargeurs qui veulent faire de de la consolidation, pardon, dans un entrepôt dédié à cet exercice. Et puis, on va ramener le container dans cet entrepôt. Là, les gens vont charger le transitaire va charger le container et il va faire la déclaration en douane pour l'ensemble des chargeurs à bord de ce container. Et puis ensuite, ça va repartir. Donc oui, on va faire de la consolidation. Et l'année prochaine, quand le bateau va presque sortir, on fera de la bourse de fret, justement, pour faire de la consolidation. On a beaucoup de demandes de petits chargeurs qui nous disent, moi, j'ai 10 tonnes de cacao. Est-ce que vous n'auriez pas d'autres personnes qui voudraient charger avec moi? Donc, à ce moment-là, on va organiser avec notre agent maritime à Madagascar euh, ce service de consolidation. Voilà. Ok, merci. Bon, il y a une autre question pour toi. Désolé, Arwan, c'est juste qu'elle est intéressante. Quand tu montes ton prix, tu le fais à la tête du client ou tu as une grille tarifaire? Et à la suite de ça, est-ce que c'est quoi le point mort du projet en termes d'équilibre financier sur la ligne? Et peut-être tu peux aussi, en même temps, il y a une question sur les frais. Est-ce que c'est à l'aller ou au retour? Je sais que tu en as parlé un peu au début, mais il y a une question, est-ce que le remplissage, est-ce que c'est que à l'aller que tu transportes des trucs et au retour tu fais que du vide ou l'inverse? Alors, peut-être on va commencer par cette question qui est simple. Évidemment, nous, on fait l'aller-retour. Donc, on va charger à l'aller et au retour. Et on a un taux de remplissage aujourd'hui qui est assez équilibré. Où en fait, on a 80% de notre navire, enfin 70-80% de notre navire qui est rempli à l'aller et 70-80% de notre navire qui est rempli au retour. Donc, on est plutôt content de ça. Alors, le taux de fret, non, il n'est pas à la tête du client. Euh, je pourrais m'éterniser des heures et des heures sur le taux de fret, mais nous, on a un navire. Donc, en fait, d'une part, on a un seul navire et d'autre part, on est une coopérative. Donc, euh, en fait, la définition du taux de fret, c'est les coûts d'investissement dans le bateau plus les coûts d'opération. Ça, c'est à peu près 15 000 euros par jour, plus l'investissement dans le bateau. Bon, voilà. Donc ça donne un prix. Et puis ensuite, il y a des charges dites variables qui vont être s'ajouter à ça, donc c'est-à-dire les frais portuaires. Quand on va amener un pilote à bord, il faut bien le payer. Quand on va mettre de l'eau dans le navire, il faut bien la payer. Quand on va mettre du gasoil, enfin du diesel, il faut bien le payer, etc., etc. Donc il y a tout un tas de frais qui va s'ajouter. Après, nous, on est une coopérative, donc on n'est pas là, on n'a pas d'obligation de rémunération d'actionnaires. Donc on gère vraiment en bon père de famille ce navire et donc le taux de fret qui est associé. Ce qu'il Ouais. faut peut-être, ouais, peut-être que. Peut-être, pour résumer un peu ce que tu dis, c'est que
toi, en fait, c'est tes coûts que tu divises par le nombre de boîtes et que tu revends en conteneur, alors que, et puis tu as ta marge, elle est fixe. Alors que c'est vrai que les prix, les fluctuations du prix du marché du transport, c'est la marge des armateurs qui fluctue en fait. C'est-à-dire que les prix d'un bateau, c'est toujours à peu près les mêmes. Après, tu rajoutes un peu de taxe carbone par-ci, par-là. Mais après, c'est la marge que tu changes. Alors que nous, toi, ta marge, elle est sensiblement toujours équivalente. Tout à fait. Et en Et donc, tes plus, prix, ils sont plutôt comme tu fixes dans le dis, temps. ça varie. Et donc, nous, on est stable sur plusieurs, enfin, on sera stable sur plusieurs années. Donc, du coup, c'est un vrai avantage pour les chargeurs, quoi, pouvoir se projeter. Ok. Bah, merci pour ça. Je vois qu'il est l'heure. Peut-être qu'on peut conclure. Anna, je sais pas si tu veux dire un mot ou Erwan. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Jean-Bernard d'avoir pris un peu de temps. Je sais que tu as des journées qui commencent très tôt et qui terminent très tard. Non, c'était un vrai plaisir pour moi, un vrai plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à compléter si vous avez encore des questions, on répondra par écrit. Prenez des parts pour construire un deuxième bateau. Et surtout, si vous êtes un chargeur, n'hésitez pas à nous appeler. On pourra vous filer tous les tuyaux pour monter sur notre beau bateau. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci Merci. à Au vous. revoir. Au revoir. Au revoir. À Bonne journée bientôt. à tous. Merci tout le monde, bonne soirée.